Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de 10 minutes pour convaincre. Alors cette fois-ci, nous allons évoquer un sujet qui est en plein dans l'actualité, cette sortie de confinement, en tout cas pour les commerces dits non essentiels, et puis aussi évidemment l'impact, l'état des lieux sur les hôpitaux. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Leroy, qui est le directeur général de l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Bonjour Philippe. Bonjour. Voilà, vous connaissez le concept de 10 minutes pour convaincre, 10 minutes pour nous convaincre d'un certain nombre de choses. Alors, je démarre avec une première question. Vous êtes prêts ? Oui, tout à fait. Parfait. Alors, c'est une question qui sera peut-être dérangeante à vos yeux, vu votre fonction, mais que pensez-vous de la dernière sortie de notre ministre fédéral de la Santé, en l'occurrence Frank van den Broek, qui finalement a reconnu qu'il n'était pas essentiel, c'est le moins qu'on puisse dire, de fermer ces commerces non essentiels, et que s'il l'a fait, c'est essentiellement pour provoquer un électrochoc, ce qui n'a pas dû plaire évidemment aux indépendants, aux commerçants, dont certains ont d'ailleurs fait faillite entre-temps. Écoutez, moi j'essaie de ne pas commenter depuis le début de la crise les mesures qui sont prises par le gouvernement. Mais cependant, je pense qu'il est primordial d'avoir une communication avec le grand public, qui soit une communication la plus transparente possible et nuancée quand elle doit l'être. Je crois que ça ne sert à rien de tomber dans des caricatures et dans des extrêmes, dans de la culpabilisation par exemple, comme j'ai entendu beaucoup, parce que je crois que les gens sont tout à fait capables de comprendre des choses, disons, nuancées qu'on leur propose. On n'a pas besoin de leur faire peur en fait. Je crois qu'on n'a pas besoin de leur faire peur et que c'est contre-productif. Je crois que la population n'a pas besoin d'électrochocs, parce que ça voudrait dire qu'on les considère par nature comme des gens indociles ou indisciplinés. Je crois que ça n'est pas le cas. Donc il faut pouvoir continuer la pédagogie, l'explication et faire confiance dans la responsabilisation des gens. Et je pense que jusqu'à maintenant, c'est comme ça que ça se passe et ça se passe assez bien. Je vois les Belges qui, dans la grande majorité, respectent les mesures, respectent les phases de confinement. Alors justement, on va quitter celui qu'on finira par appeler le Gaston Lagaffe de la politique belge et parlons de votre secteur, le secteur hospitalier. Vous en dirigez un très grand hôpital, l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, je l'ai dit tout à l'heure. Effectivement, tout ce confinement, ce deuxième confinement, on n'avait qu'un seul but, c'est éviter l'embolie, alors pas pulmonaire, mais de vos hôpitaux, donc la saturation. Où en êtes-vous, vous en tant qu'hôpital Saint-Pierre, mais aussi vos confrères ? Alors, la pression a baissé d'un cran par rapport à il y a 3 semaines, 1 mois, qui était vraiment le pic de cette deuxième vague. Donc, nous remarquons dans les unités de soins non intensifs, c'est-à-dire les patients qui n'ont pas besoin d'être mis sous respirateur, on a beaucoup de patients qui commencent à sortir de l'hôpital, qui sont guéris. Et donc, on réduit un petit peu le nombre de patients qu'on admet de façon quotidienne dans ces unités, ce qui est un signe extrêmement encourageant. La charge de travail reste assez élevée, par contre, aux soins intensifs, parce que les malades qui séjournent aux soins intensifs séjournent souvent pour des longs séjours, 3 semaines, 4 semaines. Le séjour a augmenté au fil du temps, pas ? Pas tellement, mais ce sont des longs séjours. Et donc, si on a eu un pic il y a 1 mois, eh bien, le pic d'occupation aux soins intensifs, il est pratiquement toujours au maximum. Ça va commencer à descendre, nous l'espérons, dans les jours et les semaines à venir. Alors, on nous a répété à l'envi que le problème pour les hôpitaux, ce n'était pas tellement le nombre de lits, mais le staff. Vous êtes sous-staffé, vous, à l'hôpital Saint-Pierre, mais ailleurs aussi, à Liège, à Namur, etc. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises depuis lors ? J'imagine qu'on ne claque pas du doigt et qu'on a tout de suite des infirmières qui arrivent à foison. Comment ça se passe sur ce plan ? Oui, en effet, le staff et donc les ressources humaines, c'est le nerf de ce combat contre l'épidémie, mais c'est déjà le nerf de la guerre en général dans les hôpitaux. J'ajoute que dans le cadre de l'épidémie, il faut du staff, mais il faut du staff compétent et formé. Parce que vous ne transformez pas en 2 jours une infirmière qui n'a rien à voir avec les soins respiratoires en une infirmière professionnelle des soins intensifs. Donc c'est vraiment des métiers et des compétences qu'on n'acquiert pas comme ça. Donc nous avons été limités, c'est vrai, par le nombre d'infirmiers, infirmières formés, notamment pour les prises en charge les plus intensives de nos patients. Et puis le personnel des soins, personnel de santé, comme tout un chacun, a aussi pu contracter le Covid et on a vu un pic d'absentéisme pour des raisons de maladie ou de quarantaine du personnel, assez superposable aux chiffres ou aux courbes qu'on a vues dans la population. Donc pour nous, concrètement, ça a voulu dire travailler à flux tendu, à plein régime dans une période de crise, avec parfois jusqu'à 15, dans certains hôpitaux, 20% de personnel en moins. Nous sommes maintenant contents de voir ce personnel revenir depuis déjà quelques jours. Donc disons qu'en termes de crise, le moment vraiment le plus aigu de la crise, je crois que c'est passé. Maintenant, nous avons un personnel qui est extrêmement fatigué, émoussé sur le plan émotionnel, nerveux et également sur le plan physique.
Donc, un des défis, je pense, pour les prochaines semaines sera de pouvoir faire souffler nos équipes, que les gens puissent se reposer, prendre du repos. Voilà Alors, le point. On le voit bien à travers les propos que vous venez de tenir, que le personnel médical a fait un travail remarquable. On leur remercie d'ailleurs tous. On sait qu'il y a une surcharge de travail. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Oui, mais au moins ce personnel médical est assuré de garder son job. En plus, vous venez encore de le répéter, ils sont sous-staffés. » Alors que les indépendants, je fais allusion évidemment à Van den Broek, etc., les commerçants, eux, ont un avenir qui, lui, est loin d'être radieux et sont finalement encore plus mal lotis que le personnel médical qui, lui, au moins, a une garantie d'emploi. Oui, je pense que c'est exact. Je crois que dans cette crise, elle a frappé et elle frappe tout le monde. Elle frappe le monde entier, elle frappe tous les citoyens. Je crois qu'il n'y a pas un Belge dont le quotidien privé et professionnel n'a pas été bouleversé par la crise. Donc on ne va pas essayer de comparer différents types d'impact ou de souffrance. Je crois que tout le monde souffre, mais c'est clair que personnel de soins, c'est extrêmement difficile. Ils vivent toujours des moments extrêmement compliqués. Mais bien entendu, en tant que citoyen, je suis aussi tout à fait sensible à la souffrance, comme vous le disiez, d'indépendants, de petits commerçants qui, eux, peut-être ont leur affaire, leur entreprise en péril. Et donc ça, c'est extrêmement compliqué comme situation. Et bien sûr, il faut y être très attentif. Je pense que c'est d'ailleurs le rôle des responsables politiques de pouvoir faire la part des choses entre les impératifs sanitaires et puis les impératifs socio-économiques, qui pour moi sont tout à fait liés, parce que quand l'hôpital, c'est quoi? La santé, c'est quoi? C'est avant tout prendre soin des gens et de leur bien-être. Et le bien-être, évidemment, les aspects socio-économiques, psychologiques, émotionnel, tout ça fait partie intégrante du bien-être. Donc je vois ça comme un tout. Alors, on a parlé du personnel politique. On sait que certains d'entre eux ont été plutôt maladroits dans leur expression orale en public. Est-ce que vous ne pensez pas que dans votre secteur, le secteur hospitalier, il n'y a pas eu une surexposition d'un certain nombre de médecins qui sont découverts virologues sur le tard? Est-ce que ça n'a pas contribué aussi à une forme de cacophonie médiatique? C'est possible. Je pense qu'il y a une surexposition aussi liée au fait qu'on a les médias continuent à solliciter en permanence dans les deux sens, beaucoup de monde. Je crois que ça va dans les deux sens pour être de bon compte. Maintenant, moi, ma façon de réfléchir par rapport à ça, c'est d'essayer d'agir et d'intervenir quand j'ai quelque chose de pertinent ou sur un sujet où je peux avoir une certaine expertise et sinon de me taire. Moi, c'est les règles que je me fixe pour moi-même. C'est pas toujours facile. Alors parlons du financement. Cette crise a permis au moins de refinancer le secteur hospitalier. En préparant cette émission, vous sembliez me dire que ce n'était pas aussi évident que ça et que contrairement à ce qu'on pense, vous n'avez peut-être pas obtenu, vous, en tant, pas qu'hôpital, mais secteur hospitalier, ce que le grand public pense que vous avez obtenu en fait. Donc c'est un sujet technique et donc c'est assez complexe. Mais pour faire dans les grandes lignes, oui. Oui, pour faire simple, nous avions demandé aux autorités fédérales, puisque le budget des soins de santé est essentiellement fédéral en Belgique, nous avions demandé de garantir le budget des hôpitaux dans toutes ses composantes pour l'année 2020, en disant donnez-nous pour l'année 2020 le même budget qu'en 2019, pas plus, mais pas moins, pour nous permettre, on a eu des surcoûts, mais permettez-nous au moins d'avoir le même niveau de revenu que 2020. Oui. Ça ne nous a jamais été accordé. Donc il y a des mécanismes d'avance qui ont été prévus, mais que nous devons intégrer dans notre comptabilité comme des prêts. Ce qui a un impact direct sur le compte de résultats et la façon dont nous pouvons comptabiliser ces avances. Nous allons avoir des pertes très lourdes. Je peux parler du... Vous avez chiffré vos pertes cette année? Le CHU Saint-Pierre, nous allons avoir des pertes qui vont être de l'ordre de 10 millions, peut-être plus. Pour un chiffre d'affaires de 300 millions, d'habitude, nous sommes à l'équilibre. Donc, c'est une année qui va être horrible sur le plan financier parce que nous n'avons pas bénéficié... Et donc, si ce n'est pas l'État fédéral qui éponge, ce seront les communes Dans notre cas d'hôpital public adossé à la commune de Bruxelles, qui a toujours été un partenaire extrêmement solide, et pendant cette crise également, ce sont les communes qui vont devoir éponger le déficit. Dans le cas d'hôpitaux privés, où il y a un partenariat entre le gestionnaire et les médecins indépendants, cette perte va être répartie éventuellement sur les médecins. Et c'est paradoxal puisque ce sont eux quand même qui ont tenu la baraque pendant toute la longueur de la crise. Alors comment est-ce qu'on explique qu'on ait autant de problèmes de financement quand on regarde le PIB, donc la création de richesse nationale sur un an? La Belgique, en termes de santé par rapport au PIB, c'est un des niveaux les plus élevés au monde. Comment se fait-il qu'on en soit encore à ce stade-là? C'est vrai, donc quand on regarde le pourcentage du PIB qu'on consacre
aux soins de santé en Belgique, on est vraiment dans la partie haute quand on se compare avec les pays de l'OCDE. Donc je ne pense pas qu'il y ait un problème dans l'absolu d'argent, mais il y a un problème d'efficience. Il y a un problème d'efficience et de transformation, d'évolution du système de soins. Il faut qu'on pense différemment. Il faut qu'on refonde complètement notre modèle de santé en gardant ce qui fait sa force, c'est-à-dire l'accessibilité, la compétence, l'excellence. Mais je crois qu'il y a énormément de poches d'inefficience. Il y a un mode de financement qui est anachronique, qui est vraiment obsolète, qui est vraiment ciblé sur le détail, et on en perd, je pense, le big picture, comme on dit. Okay. Donc il faut une réforme en profondeur des soins de santé pour pouvoir refinancer convenablement l'hôpital et les missions essentielles. Merci Philippe pour ces explications, et sans plus attendre, nous allons retrouver le portrait de la semaine, en l'occurrence Isabelle Coupienne, qui est donc la patronne, la CEO de cette société près de Fernelmont, Graines de Curieux, qui va donc nous parler d'agriculture, de circuits courts et de produits bio.